AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Ce matin, je reçois Baptiste Girardet, fondateur de Sang-Froid, une association spécialisée dans le nettoyage de scènes de crime. Mais avant cela, comme chaque semaine, je vous propose un édito et ce matin, engageons-nous pour la dignité des familles face au drame. Il y a l'accident brutal, une chute dans l'escalier, une électrocution en bricolant, une noyade dans une baignoire, des gestes du quotidien qui en un instant se transforment en drame. Il y a le geste désespéré, un suicide dans un salon, un fauteuil vide, des objets renversés. Il y a la violence, un féminicide, un drame familial, une scène de crime figée dans le sang, les éclats, la douleur, sous les scellés de la procédure judiciaire. Il y a parfois la solitude, celle des corps découverts trop tard, dans des appartements fermés depuis des jours, des semaines, l'absence prolongée, le temps qui a suspendu la vie des lieux. Quand ces disparitions surgissent, tout bascule. Mais après le drame, il reste des espaces, des lieux marqués, des pièces où les proches devront un jour revenir, des appartements, des maisons, des lieux de vie qu'il faudra se réapproprier, réapprivoiser quand les procédures le permettront. Pendant longtemps, en France, ces familles ont dû affronter cette épreuve seules. Revenir dans ces pièces abîmées, manipuler ce qu'on ne devrait jamais avoir à toucher, à nettoyer, désinfecter, jeter, quand tout en soi vacille encore sous la violence de la perte. Car ce qui devrait relever de la protection des familles est un point aveugle de notre système. Car après les drames, les institutions se retirent et laissent les proches seuls face aux conséquences matérielles, face à l'indicible qu'ils doivent gérer, sans préparation, sans soutien, sans recours. Il a fallu attendre 2022 pour qu'un décret permette enfin aux familles de victimes d'infractions pénales d'être exonérées des frais de remise en état des logements après une procédure criminelle. Mais pour les suicides, les découvertes tardives de corps, aucun cadre, aucun dispositif n'existe encore. Rien n'oblige aujourd'hui les assurances sous l'État à protéger ces familles. De fait, la charge financière, logistique et émotionnelle reste le plus souvent entièrement à leurs mains. Comme si à l'épreuve intime se substituait la violence administrative. Nous ne manquons malheureusement ni de drame, ni de victimes. Ce qui manque, c'est un cadre qui dise enfin ce qui relève de la responsabilité collective et qui ne laisse plus aux familles la charge de réparer seules ce qui les a déjà profondément atteintes. Bonjour Baptiste Girardet. Bonjour Muriel Réus. Merci d'être avec nous ce matin dans la force de l'engagement. Vous êtes le fondateur de Sang-Froid, une entreprise qui est devenue aujourd'hui une association spécialisée dans le nettoyage des scènes de crime, mort naturelle, suicide, homicide. Votre métier est largement méconnu en France et pourtant, il touche à l'un des tabous les plus profonds de notre société, la mort. Vous venez aussi de publier un livre sur les scènes de crime aux éditions City qui raconte votre parcours et les combats que vous portez pour les familles. Alors, on va revenir un peu à l'origine de votre premier métier qui était sapeur-pompier, puis agent de police scientifique, cela avant de fonder Sang-Froid. Alors, c'est pas un métier qu'on choisit par hasard. Qu'est-ce qui a fait naître pour vous cette mission si singulière ? Alors tout à fait, on ne choisit pas ce métier par hasard et ce qui a fait naître au fond de moi cette mission de vie, ce sacerdoce, comment je l'appelle, ce sont deux points de vue. Le premier point de vue, un point de vue personnel. Lors de la canicule 2003, la découverte de mon grand-oncle Henri, décédé alors qu'on avait fêté une semaine auparavant ses 70 ans. Donc c'était pas quelqu'un de délaissé. Mais j'ai été confronté vraiment à la dure réalité de la vie que de devoir nettoyer ces résidus humains, les déchets d'activités de soins laissés sur place par les pompiers et le médecin légiste. Et décrocher moi-même l'étiquette à sceller sur cette porte où ces souvenirs sont gravés, en ayant vu mentionner découverte de cadavres avec le nom et le prénom de mon grand-oncle. Ça, c'est ce qu'on lit sur la porte scellée. Exactement, tout à fait. C'est finalement les conditions de l'affaire. Donc là, dans le cas présent, c'était une mort naturelle, découverte de cadavres. Et comme si cela ne suffisait pas, à titre personnel, dans la famille, on a été meurtris par un drame où la femme de mon cousin a décidé de droguer et tuer ses enfants de 5 et 7 ans avant de se donner la mort avec un fusil de chasse. Mon cousin a dû faire face à ce drame absolu et nous, en tant que famille, on a dû accueillir sur une même obsèque 3 cercueils, dont 2 petits blancs. Et c'est un drame qui est effroyable pour une famille que nous étions. Sur le plan professionnel, effectivement, comme vous l'avez dit, j'étais sapeur-pompier de Paris durant 11 ans et je commence l'année de la canicule. Donc, j'étais affecté à Boulogne-Billancourt et on fait une vingtaine de découvertes de cadavres où le secours d'urgence n'a rien à y faire à part pénétrer dans les lieux et ouvrir la porte aux investigateurs manifestant la vérité.
Et là, je vois des dépouilles, des défunts, des enveloppes charnelles qui sont extrêmement dégradées, dont on n'arrive parfois même pas à déconnaître si c'est un homme ou une femme à qui nous avons affaire au niveau du cadavre. On n'a jamais été formé chez les pompiers à l'annonce de la mort, à l'accompagnement des personnes endeuillées, et surtout pas à la vue de ce que nous sommes en train de découvrir pendant des mois lors de la canicule de 2003. En toute logique, j'allais dire en cohérence professionnelle, j'intègre par voie de concours la police technique scientifique en qualité d'agent spécialisé de police technique scientifique. Et sur mes 15 premiers jours dans les Yvelines, je constate, en tout cas je fais des constatations manifestant la vérité, en 15 jours sur 9 cadavres, dont un criminel. Et là je me dis mais c'est effroyable cet envers de la société. Et donc, je me préoccupe tout de suite, quel est le devenir de ces habitats dans lesquels sont décédés ces gens-là, essentiellement par mort violente. En fait, parce qu'il faut bien expliquer à nos auditeurs, hein, quand un drame surgit, la police arrive, pose des scellés, et ne laisse pas le temps aux familles de récupérer, par exemple, des jouets, si c'est au moment des jouets d'enfants, de récupérer des papiers. Si la machine à laver tourne, eh bien, elle reste pleine. Si le frigo est plein, il reste plein. C'est bien ça, la réalité ? La réalité, c'est exactement ça. C'est... Si on parle principalement des féminicides, effectivement, très souvent le féminicide survient en présence d'enfants. L'enfant est très souvent épargné, bien heureusement, mais en tout cas, il a constaté les faits de violence. Lorsque les investigateurs judiciaires évincent, font vraiment une éviction de l'enfant pour manifester la vérité à l'intérieur de l'habitat où s'est commis la scène d'infraction, la scène criminelle, eh bien la scène est figée pour les investigations judiciaires et c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui peut être d'un point de vue pas tout à fait compréhensif, c'est le fait que les scellés soient rapidement mis sur la porte de l'appartement ou de la maison, renfermant en fait tout ce qui est utile à l'enfant. Son cartable s'il est en âge d'aller à l'école, son carnet de santé, son livret de famille, tout ce qui va être le doudou, ce qui pourrait être un vêtement parfumé du parfum de la mère, pour avoir une continuité, et c'est les prémices de l'accompagnement au deuil en fait. Quand on a un lit d'enfant, un lit de nourrisson, un cosy, une poussette qui ne concourt pas à la manifestation de la vérité, qui n'a aucun lien de cause à effet avec le crime, pourquoi renfermons derrière cette porte sous scellé, avec en moyenne un scellé qui dure entre 18 et 22 mois 18-22 mois. Nous, on intervient 18-22 mois après la pose de scellé. Et pendant ce temps-là, par exemple, si l'appartement est loué, c'est la famille qui continue à payer. Voilà, exactement. Je me souviens vraiment de... Nous, c'est les questions des familles qui nous viennent, puisque nous rentrons dans l'appartement quand le juge d'instruction ou le procureur de la République nous a réquisitionnés pour nos services, sous l'article que vous avez donné tout à l'heure. Et via ce décret, en fait, on a une intervention qui est gratuite au bénéfice de la famille et on est payé sur les frais de justice. Eh bien, ça c'est une chose, mais il y a tout l'envers du décor, c'est-à-dire que la box Internet continue d'être prélevée. Lorsque le compte du défunt est bloqué, eh bien, c'est à la succession de pouvoir payer une box Internet qui n'a pas été utilisée. C'est exactement valable pour le loyer. C'est-à-dire que c'est vraiment un combat pour les familles que de devoir se rapprocher de la justice en disant « mais nous n'y sommes pour rien que l'appartement était 18 mois sous scellé. Comment fait-on 18 mois fois le montant du loyer pour payer ?» Alors, Baptiste, on parle souvent du deuil, évidemment, mais on parle très peu de cette étape invisible du retour dans le logement, de l'empreinte laissée par les drames sur les lieux. Comment vivent les familles des proches ? Qu'est-ce que leur représente pour eux le fait de devoir réinvestir ces espaces ? Comment vous les accompagnez à ce moment-là ? Alors, à ce moment-là, la majorité des familles quittent le logement du fait que le logement a été placé sous scellé. Et elles n'ont vraiment aucune envie d'y retourner. Mmh. Donc déjà, nous, on est leurs yeux, on est leurs mains et leurs bras parce qu'on apporte un soutien technique, un soutien professionnel, digne de confiance et discret. Mais la plupart des familles ne souhaitent pas réintégrer les lieux. Donc vraiment, on a pour vocation effectivement de nettoyer techniquement les lieux, mais ensuite de trier des affaires entre la victime, l'enfant, l'auteur, de déménager les affaires personnelles, les bibelots, le mobilier que la famille souhaite conserver, garder. Ça reste un lien finalement avec la victime. Dans la plupart des situations, on fait faire des constats d'huissier de justice, de commissaire de justice pour les états des lieux, de manière à ce que ça ne soit pas contestable par la famille de l'auteur ou par un tiers.
Et c'est nous-mêmes qui redonnons très souvent aux propriétaires non occupants, aux bailleurs sociaux, aux propriétaires privés, les clés du logement, parce que la famille ne souhaite vraiment pas revenir dans ces lieux. Et on peut les comprendre. Alors, on va parler un petit peu de la loi. Vous avez obtenu avec l'Union nationale des familles de féminicides et la Fédération des métiers de la propreté un décret en 2022 qui permet enfin d'exonérer les familles de victimes criminelles du coût de ce nettoyage, de cette remise en état. Ça, c'est un premier pas. Pourquoi est-ce que c'était essentiel? Et puis, on peut se poser aussi la question des autres formes de décès, des autres types de décès, c'est-à-dire les morts naturelles, les suicides. Qu'est-ce qui se passe là dans ce cas-là? Exactement. Moi, il me paraissait injuste pour une famille frappée par un crime que de devoir mettre la main au portefeuille et de pouvoir payer nos services techniques en nettoyage post-crime quand les familles avaient la possibilité de payer notre prestation. D'ailleurs, ça coûte quoi à peu près? Une intervention pour crime, c'est 3 000 €. D'accord. C'est va-t-on dire un forfait qui prend en compte le déplacement. On se déplace avec 2,5 tonnes de matériel. Beaucoup de matériel et d'équipements sont des consommables, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés à usage unique. Donc des déchets que l'on produit et ensuite les déchets que l'on collecte qui sont tous les matériaux lésés par le crime. Donc un canapé, un lit, de la moquette, de la tapisserie, des plaques de plâtre, etc. Ça, on les dédie dans une filière de déchets d'activité de soins risques infectieuses collectés par un spécialiste dans ce domaine. Effectivement, on a remonté au ministère de la Justice des histoires de familles et des témoignages de personnes qui, ayant comme moi, nettoyé le sang de leurs proches. C'est absolument inacceptable, c'est inhumain, ça provoque des traumatismes très importants dont il faut absolument tendre la main et se faire suivre pour soigner ce traumatisme. Exonérer financièrement et émotionnellement les familles en intervenant dans ces situations, c'est une démarche qui est sociale et sociétale, elle nous concerne tous et toutes, et la mort violente n'a pas de frontières. Donc on peut se réjouir, c'est une formidable avancée dont on doit se féliciter. Le législateur nous a entendus, néanmoins dans le décret, donc ce décret 2022-656 du 25 avril 2022, permet à un juge d'instruction ou au procureur de la République. Pourquoi ces deux personnes, ces deux compétences, et en fonction de où en est la procédure, si procédure il y a, de pouvoir réquisitionner nos services qui ne sont aujourd'hui pas assez connus des acteurs de la justice. Oui, d'ailleurs, il y a eu un documentaire qui a été fait, produit par Canal+, réalisé par Claire Lajeunie il y a quelque temps et qui a été diffusé il y a quelques jours, qui s'appelle Survivante. Et vous intervenez d'ailleurs dans ce documentaire. Et vous me disiez, quand on a préparé cette conversation, que des avocates et des juges d'instruction vous avez appelé? Exactement, à l'issue du documentaire, parce que en fait, ce sont des citoyens finalement comme tout le monde et qui ont découvert à travers ce documentaire... Qui ne connaissaient pas. Et comment des juges d'instruction ne connaissent pas à la fois la loi, la procédure? Alors on peut se dire qu'ils doivent crouler sous des décrets et des articles de loi et qu'ils ne peuvent pas tout connaître. Néanmoins, je sais que la communication a été faite après la parution de ce décret en 2022 par un seul mail au service de justice et des enquêteurs, officiers de police judiciaire, au mois d'août 2022. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille plus vite? Alors, vous contribuez à ce que ça aille plus vite, puisque grâce à votre invitation, on s'adresse aux auditrices et aux auditeurs qui, finalement, dans la société, les gens doivent le savoir. Les avocats pénalistes qui accompagnent les familles aux assises, notamment dans les cas de crime, doivent pouvoir impulser auprès du juge d'instruction et du procureur de la République le fait que ce décret existe. On a mis des années à ce qu'il soit créé. Il est créé. C'est un outil que la justice peut utiliser. Il n'y a pas de conditions. Toutes les familles ont droit à l'application de ce décret. Évidemment, il y a le côté nettoyage, il y a le côté déménagement. On peut aller jusqu'à la rénovation des lieux avant les violences commises. Donc, on a vraiment un panel de solutions et de prestations dans l'accompagnement des personnes endeuillées. Est-ce que ça, c'est pour la France une avancée ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont traité ça différemment aujourd'hui? Alors, pour la France, c'est une très très grande avancée parce qu'on arrive au bénéfice des familles sans condition de revenus avec une prestation gratuite qui est supportée par les frais de justice, par l'État donc. Alors qu'au Canada, là où je suis allé me former, je suis le premier et je demeure le seul Français qui est certifié de cette certification du Canada, qu'on appelle la certification MR 211, nettoyeur de sites d'incidents traumatiques, qui est un réel permis de travailler aux États-Unis et au Canada, et qui se renouvelle tous les ans. Ça veut dire qu'en France, ce métier n'est pas reconnu? Le métier n'existe pas, le métier n'est pas reconnu, et surtout, il laisse la place à des escrocs ou des gens qui exercent ce métier pour les mauvaises raisons. Et au Canada, là où j'ai appris, à l'Académie de Montréal, c'est intégré dans la Fédération des assurances. Quand vous souscrivez une assurance habitation,
Le nettoyage traumatique est effectué par un nettoyeur qui est payé, rémunéré par l'assurance. Donc il faut agir vis-à-vis des assurances et leur proposer vos services, en tout cas les informer de cet état de fait. Alors pour le crime, on a cette solution du décret qui maintenant donc évite aux familles une prestation financière. Pour autant, pour le suicide et la découverte tardive d'un corps, quelqu'un qui est naturellement décédé chez lui pose des conséquences techniques par l'invasion d'insectes nécrophages, les odeurs et puis les fluides qui se répandent par gravité. Pour ces deux typologies d'intervention, le suicide et la mort oubliée, aujourd'hui on n'a pas de solution à présenter aux familles, ou en tout cas pas de prise en charge réelle. Pourquoi ? Parce que le suicide, la Fédération française des assurances, à laquelle que j'ai rencontré, m'a dit il y a 8 ans, dans nos codes des assurances français, il faut un tiers identifié. Quand une personne fait taire ses souffrances, se suicide, finalement le tiers c'est l'assuré. Donc l'assurance ne répond pas. Et pour la découverte de mort tardive, là, nous, on propose, à travers une coopérative à laquelle nous sommes partenaires, agréée par l'État, qui propose en fait notre prestation à travers du service à la personne. En clair, quand on propose une prestation à 3 000 €, la famille n'a à débourser que 1 500 €. C'est ce qu'on appelle le 50% de crédit d'impôt par avance immédiate. Bon, il y a manifestement encore un peu de vide législatif et juridique. Merci Baptiste d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ce métier qui n'est pas facile. D'ailleurs, vous dites « Je n'aime pas mon métier, mais je sais pourquoi je le fais ». Cette phrase est un nécessaire engagement et une vraie lucidité. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Sur les scènes de crime » ou plus précisément « Chronique d'un nettoyeur de scènes de crime » aux éditions City. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de La Force de l'Engagement. Merci. Sud Radio, le grand matin week-end, La Force de l'Engagement, Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.